Bienvenue dans Paroles sans tabou avec Naomi, édition témoignage. On enchaîne juste après ça. Nous stress, les amis. Les prochains témoignages seront abordés de manière anonyme. Et vu que j'ai la flemme de choisir des petits prénoms pour personnaliser tout ça, on le fera 100% anonyme. Laissez vos avis en section commentaires de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche au passage. Premier témoignage nous vient d'une jeune demoiselle qui écrit ceci. J'ai 20 ans et mon ami vient d'apprendre, suite à des examens, urine, prise de sang, qu'il aurait des chlamydia. J'ai donc pris un rendez-vous chez une gynéco, mais en attendant, je voudrais savoir quels sont les symptômes chez la femme. Est-ce qu'il y en a forcément? J'aimerais aussi savoir s'il y a des risques à pratiquer des actes intimes orogénitales dans le cadre sexuel, sachant que mon ami a cette MST, et d'autre part, ça sera mon premier rendez-vous chez une gynéco de ma vie. J'aimerais savoir si c'est elle qui va me faire le frottis ou bien si elle va m'envoyer le faire dans un labo. Alors, on va récapituler les questions, mais tout d'abord, merci pour votre confiance en partageant ce témoignage. Ce n'est pas facile de s'ouvrir ainsi et j'espère pouvoir vous répondre le plus directement possible. Les questions qui seront abordées ici donc sont le fait des symptômes de la chlamydia, qui, je le rappelle, est une IST, infection sexuellement transmissible, et alors le fait de l'intimité du couple suite à cela, et en dernier, le déroulement de la consultation. Alors, il faut savoir ceci, que chez les personnes atteintes de chlamydia, il n'y a pas forcément de symptômes. En général, très peu de symptômes, voire pas du tout, ce qui fait de la chlamydia ce qu'on appelle une IST silencieuse, infection sexuellement transmissible silencieuse, avec des dégâts irréversibles sur, par exemple, la fertilité, d'où l'importance de se faire soigner comme vous le faites, et bravo pour cela. La chlamydia se transmet par le contact de fluides contaminés lors d'un rapport sexuel. Donc faites-vous d'abord soigner tous les deux avant de reprendre les rapports non protégés, et cela peu importe la nature du rapport intime. Le frottis, oui, le frottis sera fait par la gynéco qui, je suppose, fera aussi le contrôle frottis d'autres IST, et n'hésitez pas à le demander si ce n'est pas le cas, d'autres IST qu'on peut contrôler par frottis. Et je vous conseille aussi de demander un dépistage sanguin complet du style sida, syphilis, hépatite, etc. Vu que c'est une première consultation, n'hésitez pas à faire tout le package. Et dans le couple, c'est d'autant plus important que vous puissiez le faire à deux parce que j'estime que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est un excellent moyen de recommencer l'activité sexuelle non protégée dans un safe space de couple. Voilà, je vous souhaite le meilleur et on enchaîne du coup avec le prochain témoignage qui nous vient d'un jeune homme qui écrit ceci. Je vis en Afrique, j'ai eu un rapport non protégé avec une femme séropositive de charge virale inconnue. Expliquons juste le contexte. Quand on parle de séropositivité, on parle de VIH. VIH qui est une infection sexuellement transmissible qui, si elle n'est pas correctement soignée, bien donne des charges virales très élevées qui favorisent la contamination rapide d'une personne avec qui on a un rapport non protégé. Maintenant, quand cela n'est pas correctement soigné aussi, il faut savoir que le VIH évolue à ce qu'on appelle le sida qui est mortel. Je reviens au témoignage. Malchance, le préservatif a craqué en fin de rapport. 40 heures après, j'ai pris un traitement d'urgence. Au centre médical où je vais, ils sont homologués pour soigner les personnes séropositives. Les tests sont bons, je pense. Ils coûtent plus ou moins 15 euros, mais je ne connais pas le nom du test, alors je ne connais pas exactement la sensibilité. Ils font un test court et un test long. Ma question est donc la suivante. Le risque a été pris il y a 8 semaines. Dois-je attendre encore pour faire le test? Bien, il faut savoir ceci, que les délais varient en fonction des tests de départ. D'office, dès le départ, quand il y a une prise de risque, on donne un traitement d'urgence dans un délai de 24 heures à 72 heures. Donc, on donne des médicaments qu'on commence dans un délai de 24 heures à 72 heures après la prise de risque, et on associe cela avec une prise de sang. Et si cela est associé avec une prise de sang, eh bien le minimum d'attente, c'est 6 semaines avant de refaire une prise de sang qui va confirmer
une fois de plus le résultat. Maintenant, si vous avez fait l'autotest ou le test rapide, c'est 12 semaines d'attente minimum entre les deux tests pour que le résultat soit valable et accompagner le deuxième test d'une prise de sang. Donc, pour répondre à votre question, il y a 8 semaines, bien, répétez le test sanguin, je précise, hein, le test sanguin pour être sûr du résultat. En tout cas, une chose est sûre, et en dehors de ce témoignage, je tenais vraiment à appuyer le fait que le dépistage du sida s'est vachement diversifié. Il n'y a actuellement plus aucune excuse valable de nos jours pour contaminer les autres sous prétexte que cela coûte cher, etc., etc. Parce que oui, je l'ai vu dans la réalité et parfois même au sein de couples de longue durée. Donc si vous avez un doute, vous allez vous faire dépister. Et attention, vous allez vous faire dépister dans des endroits homologués pour soigner les personnes séropositives parce que ces endroits-là ont les protocoles les plus actualisés fournis par l'Organisation mondiale de la santé et ont aussi le matériel, enfin, sont censés avoir le matériel nécessaire, accessible à tous pour se faire dépister et pour se faire soigner si tel est le cas. J'espère avoir répondu à votre question et alors on va continuer dans la jante masculine avec le prochain témoignage question d'un monsieur que je trouvais très intéressant et que je voulais partager avec vous. Il dit ceci: est-il envisageable pour une personne de demander à passer un spermogramme? Je souhaite être fixé à ce niveau, savoir si je suis apte à procréer sans pour autant avoir le projet dans l'immédiat. Attention, ma compagne ayant eu un enfant avant notre rencontre, je serai donc le seul à passer ce type d'analyse sur la stérilité. Faut-il passer devant un médecin pour obtenir une ordonnance ou peut-on directement s'adresser à un centre hospitalier? Aussi, j'aimerais savoir quel est le coût de ces analyses. Merci. Alors là, vous l'aurez compris, on touche à la fertilité. Vous pouvez très facilement faire un bilan de fertilité tous les deux. Je précise tous les deux. Pourquoi? L'infertilité peut aussi subvenir après une première conception slash accouchement. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon l'infertilité secondaire. Sachez même que l'infertilité secondaire se retrouve quand même dans plus ou moins 30% des cas d'infertilité d'hommes et femmes qu'on rencontre sur le terrain, hein. Donc, à ne surtout pas négliger. Je recommande d'ailleurs de passer par un gynécologue et pour vous, monsieur, de demander justement des informations concernant l'andrologie et un andrologue parce que ça dépend fortement du système de santé de votre pays pour ce qui est d'être transféré, etc. Et la même chose pour le coût, ça varie d'un pays et d'un système de santé à un autre. Bon, généralement, les spermogrammes sont faits dans un laboratoire qu'on appelle andrologie pour être plus spécifique. Et en dehors du spermogramme, il faudra faire une prise de sang qui va contrôler en grande partie importante les fonctions hormonales et ensuite les fonctions générales du corps. Parce que au-delà du spermogramme, il faut voir aussi la santé générale de la personne pour ce qui est de concevoir. Mais je vous recommande de le faire à deux. Et bien sûr, si vous n'êtes pas directement dans l'optique de concevoir, pas de souci, mais au moins vous serez fixé. On enchaîne avec un témoignage venant d'une dame pleine de positivité et ça fait plaisir à lire. Elle dit ceci: j'ai vu ma gynéco récemment pour lui dire qu'on voulait un bébé. Elle m'a dit de finir ma plaquette contraceptive, qui apparemment s'est terminée. On est trop pressé. Pouvez-vous me dire environ combien de temps en général pour avoir un petit bout? Je prenais une pilule microdosée, donc ce sera plus rapide ou pas? Merci de m'éclairer au plus vite. Il faut qu'on sache pour mettre tout en œuvre pour l'avoir le plus rapidement possible. Ça fait un trop gros manque à la maison. Je ne peux m'empêcher de passer de longs moments dans le rayon pour nouveau-nés et j'ai envie déjà d'acheter des choses. Ah ah, fière acheteuse quand tu nous tiens. Bien, bien, bien. Il y a plusieurs questions à aborder. Maintenant, il faut savoir ceci. On recommande d'essayer pendant un an. Si au-delà de un an, vous n'avez toujours pas conçu, bien, il faut prendre contact avec une personne spécialisée en fertilité. Donc, vous avez le temps, no stress. Mais félicitations pour cette nouvelle étape dans votre vie et sachez que c'est un chemin. Et là, je me dois d'être honnête. Préparez-vous. C'est un chemin avec des hauts, tels que je lis maintenant dans votre message mais aussi avec des bas. Et les bas,
malgré ce qu'on peut croire, vont s'accompagner de ce que moi j'appelle le bouquet de belles qualités qui sont la résilience, la patience et le renforcement de la santé mentale. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, hein, mais étant plus près de ce parcours qu'est de vouloir des enfants et d'y travailler, la réalité est importante, c'est très important. On ne dit pas souvent assez de quoi il en résulte. Le point positif de toutes ces belles qualités, c'est pour cela que j'appelle cela un bouquet, ces qualités vont vous servir pour l'éducation de votre enfant à venir. Et ouais, c'est maintenant que se prépare la qualité de votre parentalité. À vous et à tous ceux qui se lancent, ne regardez pas que le bébé, hein. Profitez du temps qu'il vous reste avant son arrivée pour construire son cadre affectif, physique et autres. Je suis d'ailleurs ouverte à créer des séances de préparation à la parentalité où on peut discuter de ces questions. Vous savez où me joindre pour plus d'informations. Pour ceux qui ont suivi jusque maintenant, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime parce que vous êtes encore là, donc probablement que vous avez quand même apprécié un petit truc de ce podcast. Mais en tout cas, grand merci à vous de partager vos questions avec moi, même si elles vous semblent insignifiantes. Sachez que une question est toujours importante quand elle vient de vous en ce qui me concerne. Avant de vous laisser, j'aimerais partager avec vous ce dernier témoignage et je ne donnerai pas mon avis puisque je vous laisse l'honneur de répondre à cette belle personne, ce jeune homme qui écrit ceci. Je suis un homme de 22 ans, je n'ai jamais été intéressé par le sexe ou les rapports intimes. Je m'inquiète car je n'ai jamais pensé à avoir une copine. Est-ce que c'est normal? Je suis puceau, entre guillemets, car je n'ai jamais spécialement eu envie d'avoir des relations. Je précise que ce n'est pas par choix, mais que je n'y rêve jamais d'être avec une fille. Comment peut-on connaître mon comportement sexuel? Je ne sais pas si je suis gay ou bi ou asexuel. Je commence à me poser des questions, surtout que je ne me suis jamais intéressée aux rapports sexuels. Entre guillemets, il y a beaucoup de vocabulaire concernant le sexe que je ne connais absolument pas et qui fait rire tout le monde. Merci. Sans jugement et dans l'ouverture d'esprit, s'il vous plaît, que répondriez-vous? Au plaisir de vous lire.